et bienvenue sur Europe 1. Nous allons être ensemble pendant 2 heures de liberté. Ce qui veut dire qu'on parle de tout ce qui vous intéresse, vous interpelle. On parle aussi de ce qui vous fait plaisir ou moins plaisir aussi. Alors, principe de l'émission que vous connaissez bien maintenant, un numéro d'appel 39 21. Vous appelez et je réponds en direct aux questions que vous vous posez, mais qu'on se pose tous en réalité, parce que même si chaque histoire est unique, nos sentiments, nos émotions souvent se ressemblent. Donc ce sont 2 heures de détente que je vous propose, à la fois de lâcher vos problèmes et puis en même temps de les partager. 39 21 donc pour passer à l'antenne avec moi, mais aussi 7 21 21 en commençant par le mot nuit si vous désirez réagir à chaud en nous adressant vos SMS sur ce qui vient d'être dit. Et puis vous pouvez aussi nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Alors là, attention, vous allez dans émission, puis contactez-nous et envoyez un message à l'émission. Vous sélectionnez libre antenne. Voilà. Libre antenne, je compte sur vous. Alors bien sûr, je ne suis pas seule pour faire tout ça. Sachez que au standard, avec des trésors de gentillesse, vous attendent Asiba et Quentin. Et tout aussi gentiment et sereinement, Fifi assure la réalisation de cette émission. J'attends vos appels 39 21 21. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Raphaël, Terminal B. On commence tout de suite cette émission avec Marie-France. Bonsoir Marie-France. Bonsoir Caroline. Voilà, vous nous avez appelé. Je crois que vous traversez des moments un petit peu difficiles. Je vous laisse nous raconter. Ben voilà, j'ai perdu mon mari ça fera 2 ans au mois de novembre. Oui. Il a eu un cancer foudroyant du poumon. Il est mort en 2 mois et demi. Je l'ai sonné pendant 3 semaines à la maison, ça a été terrible. Hein. Oui. On n'a rien pu faire parce que il avait 76 ans et puis il avait eu 2 AVC. D'accord. À 10 ans d'intervalle. Le premier à 54 ans, donc il était paralysé. Et puis il était cardiaque, il avait plein d'autres maladies. Il avait été greffé d'un rein. Donc, je l'ai soigné pendant plus de 20 ans. Oh mon Dieu, il avait une santé fragile. Oui, très fragile. Il s'est arrêté de travailler à 54 ans. C'était quelqu'un qui travaillait beaucoup parce qu'il était chauffeur routier. Et c'était un ancien militaire. Il avait fait la guerre d'Indo parce qu'il avait 17 ans de plus que moi. D'accord. Il était né en 1932. Moi, j'ai 62 ans. Je suis née en 48. D'accord. Et il était divorcé. Il a eu une vie assez particulière. Il n'avait jamais connu son papa, abandonné par sa mère. Donc, il s'est retrouvé à la ferme chez ses grands-parents. Et à 17 ans, il s'est engagé dans l'armée. Et il est parti marin sur un bateau. Et il était daltonien, donc il n'a pas pu continuer et il est devenu para. Donc il y a eu la guerre d'Indochine, il a fait Dien Bien Phu. Mm-hmm. Et il est revenu avec un seul ami, c'est-à-dire à 2 sur 350. Oui. Et il a été fait prisonnier, blessé, tout ça. Puis après, il s'est retrouvé... Il lui restait 3 mois à faire, donc il est allé en Algérie. Dites-moi, il a eu une vie incroyable. Et il est devenu chauffeur de salon. Mm. Et Salon lui a dit, mon chauffeur part en retraite, est-ce que tu veux rester? Et mon mari était marié. Il avait connu une fille dans un bar à Pau. Et il s'était marié juste avant de partir et il a eu un enfant. Et donc il a dit, moi, il y a eu les événements. Il entendait parler de ça à Alger. Donc il a dit, moi je fais mes 3 mois et je rentre en France. Il y a mon épouse qui m'attend avec mon fils. Et il est rentré, donc et sa femme le trompait. Il a eu 5 enfants avec elle. 5 enfants? Oui. Quand même? Oui. Et il a même eu une fille avec une Indochinoise. Donc ça nous en fait 6 au total? Oui, oui. Et puis 3 avec moi. Dites-moi. Donc moi, je l'ai rencontré en 69 parce que j'étais barmaid dans un hôtel et je lui ai pris sa chambre par hasard parce qu'il est venu mettre l'eau en Bourgogne. Moi, je suis bourguignonne. Oui. Et donc, on s'est rencontrés et ça a été
pour lui le coup de foudre total. Et pour vous? Non, parce que je le trouvais âgé, et puis quand j'ai su qu'il était divorcé, 5 enfants, à 21 ans, ça... Oui, bon. bien sûr. Mais après, j'ai tombé amoureuse de lui, et je suis partie en ménage avec lui, Oui. contre l'avis de mon papa. Ah oui, ça, on peut comprendre hein, dans un premier temps. C'est vrai que vous aviez 21 ans, d'un seul coup, un homme de 17 ans de plus que vous. Oui. Après, ma famille ne voulait pas me voir. Hein, et c'est quand j'ai eu ma première fille, 3 mois après, j'étais enceinte. Et parce que je n'ai pas pris la pilule qui venait de sortir à cette époque-là. Et puis, donc, mon mari m'a dit... Enfin, il est devenu mon mari après, parce que mon papa m'a dit, il faut que tu l'épouses. Bien Mais j'ai sûr. dit, il faut lui demander son avis d'abord. Parce qu'il m'avait dit, je reconnaîtrai l'enfant, on vivra ensemble, mais je ne veux pas me remarier. Donc, finalement, on s'est mariés en 70. Et puis... ça s'est bien arrangé avec ma famille. Oui. Et la vie a continué jusqu'en 83. Donc j'avais les 3 enfants, puis il est tombé malade. Et puis on a eu beaucoup d'ennuis, des dettes, parce que il était pensionné en 2e catégorie, pensionné du travail. Donc c'est pas évident. Hein. Bien sûr. Et puis donc je l'ai soigné pendant 20 ans. Et j'ai élevé les enfants, je ne pouvais pas travailler parce qu'il fallait le laver, il était complètement paralysé. Il sortait plus, et puis on n'avait plus de rapport sexuel, vous voyez. Et Ah bon? moi j'aimais mon mari, oui, parce que étant cardiaque, vous savez, ils prennent beaucoup de médicaments, et il est devenu impuissant, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois, oui. Donc je suis restée 15 ans sans faire l'amour, sans avoir de rapport sexuel. Alors, comment vous faisiez? Eh ben, je ne faisais rien du tout, je n'ai pas trompé, parce que j'aimais énormément mon mari. Oui. Et on s'entendait parfaitement, quoi. Bon, on se disputait de temps en temps, comme tous les Bien couples. sûr. Et puis, il est arrivé en 2008, donc il allait dans sa famille, parce qu'il était grand-père de 14 enfants. Bien sûr, avec tout ce qu'il avait fait. 14 petits-enfants. Ah oui, parce qu'il en avait 9 en tout. Voilà, et puis moi j'ai eu j'ai 3 petites filles, et lui il a eu en tout 14 petits-enfants, et il avait 8 arrière-petits-enfants quand il est mort. Dites-moi, alors comment vous vous entendez avec tous ces enfants depuis... Il a qu'une fille sur les 5 enfants, et il y en a, il a perdu, on a eu beaucoup de malheur, vous savez, je vais vous raconter, parce que le fils aîné est mort de la drogue, il s'est suicidé. Oh là là. On n'a rien pu faire. On a essayé de le sortir. Il est parti à Strasbourg avec quelqu'un qui se droguait. Il était au chômage, célibataire, pas d'enfant. Il est mort à 29 ans. Et puis après, 2 ans après, mon mari a perdu un petit-fils. Sa belle-fille l'a tué à 2 ans et demi. Mon Dieu, vous avez traversé des moments difficiles. Alors mon mari, il est tombé malade 6 mois après tout ça. Oui, un traumatisme en fait. Oui, je rappelle, si vous voulez bien, Marie-France, à nos auditeurs qui souhaiteraient réagir sur votre témoignage, notre numéro d'appel 39 21 si vous désirez intervenir sur ce qui est en train d'être dit, parce que j'ai l'impression que vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Oui. Alors je continue pour expliquer bien aux auditeurs que c'est pas évident mon histoire, parce que donc en 2008, il allait voir sa famille dans le sud-ouest, à la frontière, au Pays Basque, puisqu'ils sont tous là-bas. Et donc il allait voir 3 fois par an, une semaine, ses enfants, et puis on allait au mois de juin en vacances à moi. Donc on voyait toute la famille, et je m'entends bien avec eux, avec les garçons. Parce que je vous explique qu'il y en a un qui est mort 1 mois après mon mari, d'une crise cardiaque. Ah d'accord. Oui, à 51 ans il avait. Oui, il était Donc, fragile du cœur comme son papa. Non, mais il était alcoolique, et puis ça a fini. Ça fait longtemps qu'il buvait, et il est mort dans son lit le lendemain de Noël. Mon mari est mort le 11 novembre, et lui il est mort le lendemain de Noël. Mon Dieu, tout ce que vous avez vécu. Et comment vous expliquer? On a fait l'euthanasie pour mon mari, parce que mon mari a fini dans un lit, parce que
au bout de 3 semaines, il était perfusé de partout. Il avait à l'immédicaliser à la maison pendant les 3 semaines. Et puis la morphine, il voyait des personnes mortes. Je ne l'ai pas quitté pendant 3 semaines, jour et nuit. Je lui tenais la main. Quel courage, Marie-France. Et puis, je maigris de 15 kilos. Parce qu'il avait beaucoup grossi à la ménopause, vous voyez. Bien sûr. Et donc, j'avais maigri, je mangeais plus, il mangeait plus, donc j'étais avec lui en permanence, il y avait les médecins, les infirmiers. Et puis un jour, il s'était sauvé, il a pris froid, donc on a arrêté la chimio, parce qu'il allait une fois par semaine à l'hôpital faire de la chimio. Et donc, j'ai dû le faire réhospitaliser parce qu'il devenait méchant avec la morphine. C'était oui, effectivement. Intenable, quoi. Il voyait des morts, des chats au plafond, la lumière allumée quand c'était éteint. Oui, je pense qu'on doit avoir comme ça des hallucinations. Puis, il me faisait faire à manger, et, il voulait du foie de veau, je lui faisais du foie de veau, et puis je pouvais plus sortir, quoi. C'était plus... Dites-moi, vous êtes très dévouée. Donc, il est retourné à l'hôpital, et puis ça a été de pire en pire, quoi. Et de son vivant, il avait dit, si ça m'arrive, il faut que tu fasses le nécessaire pour me faire mourir. Je ne veux pas finir comme un légume. Alors, j'ai dit au cancérologue, de son vivant, il a dit ça, est-ce que c'est possible? Et il m'a dit, madame, c'est interdit. Bien sûr. On ne peut pas faire ça. Oui. Et il était accompagné de deux internes. Et les 2 internes sont partis et il s'est approché de moi, le cancérologue, il m'a dit, madame, on va faire le nécessaire. On va tout débrancher, on va lui donner des cachets de cortisone pour pas qu'il souffre trop quand même. Parce qu'il pesait 35 kilos. Oh là là. Et il avait des couches, quoi. Bien sûr. Il était sur un lit, il fallait le laver. Et puis, mon Dieu, quelle dégradation physique provoque cette maladie. Hein. Oui. Vous en parlez en même temps avec beaucoup de pudeur et beaucoup d'émotion. Et donc, il a accepté de faire l'euthanasie. Et donc, ma fille est je suis en banlieue parisienne. Hein, et j'ai 2 enfants qui sont à côté de moi, mais ma fille aînée n'était pas là. Elle est à 100 km de Paris. Donc elle n'a pas pu venir, mais les 2 autres étaient là. Mon fils et ma fille qui ont une 40aine d'années. Et ils ont pas le jour où l'hôpital m'a appelé, je suis allée voir mon mari, quoi. Bien sûr. Pour l'assister jusqu'à la fin. Parce que ça a duré 3h30 avant que je lui ferme les yeux. Oui. Et je l'ai accompagné jusqu'au bout. Je suis arrivée, il n'était pas dans le coma. L'infirmière m'a dit, écoutez, on ne peut pas rester avec vous. Il n'y a que la famille qui reste. Mes enfants sont arrivés, mais ils n'ont pas tenu le choc, quoi. Ils m'ont dit, on ne veut pas voir mourir... C'est très difficile. Vous avez été courageuse. C'est compliqué de prendre cette décision. Je vous explique. Ça a duré... Ils ont branché la morphine, une grosse piqûre, une grosse seringue, et j'ai dit à mon mari, je suis là. Il a hoché la tête, il a vu que j'étais là. Mais je ne crois pas qu'il s'est rendu compte qu'on allait le brancher, qu'il allait mourir. Ça vous fait souffrir quand vous y pensez? Oui, énormément, parce que je me demande toujours si j'ai bien fait de faire ça. Mais il était dans les plus grandes souffrances. Vous avez dit, il pesait 35 kilos. Il n'arrivait plus à être autonome. Vous voyez, par exemple, j'ai un SMS qui dit « Quel courage, Marie-France, malgré les épreuves, vous êtes restée digne. Bravo ». Et ça, c'est Claude du 51. Un autre de Lily aussi qui dit « Pourquoi ne pas faire partager votre histoire à une association? Elle peut servir. » Donc, vous voyez... écoutez, j'ai commencé à écrire mon histoire. Ah, c'est bien. C'est très bien. C'est sorti d'un seul coup, surtout l'euthanasie et sa mort, quoi. Et j'ai commencé à écrire d'autres histoires avant, comment je l'ai rencontré, notre vie. Mais ce qui a été le plus dur pour moi, c'est après. J'ai tenu le choc pendant... vous savez, quand je lui fermais les yeux, je me suis écroulée sur son corps, je lui disais, Roland, il s'appelait Roland, parle-moi, dis-moi que c'est pas vrai. Et ma fille est remontée, m'a dit, maman, mais il est mort, regarde, il respire plus, c'est fini. Il faut qu'on rentre à la maison pour prendre ses vêtements parce qu'on l'a laissé à la morgue, parce qu'il voulait être incinéré, donc j'ai respecté ses volontés. Oui.
Ouais. Et Qu'est-ce que vous l'avez aimé, cet homme? oui, je pense que c'est parce que je vais vous expliquer, madame, ma mère ne m'aimait pas. Oui. J'étais le vilain petit canard de la famille. On était 6 enfants et elle préférait ma sœur. Elle ne m'aimait pas parce que je ressemblais à ma grand-mère. Et elle s'était disputée avant la guerre parce que ma grand-mère ne voulait pas qu'elle épouse mon papa. Ils n'étaient pas du même milieu. Donc elle a reporté la haine qu'elle avait de ma grand-mère sur moi. Oui. Donc je n'avais rien. Elle me battait pas, mais elle me soignait pas quand j'étais malade. C'était mon père qui me soignait. Et quand j'ai fait ma dépression après la mort de mon mari, je suis partie en clinique psychiatrique 2 mois et demi. Hein. Je pesais 48 kilos, je mangeais plus, je faisais plus rien. Je sortais plus. C'était un choc, quoi, épouvantable. Mmh. Et le psy m'a dit, mais vous avez eu un mari comme ça parce qu'il était plus âgé de 17 ans de plus que vous, parce que c'était un père pour vous, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, c'était l'homme de votre vie. Il a tenu à peu près tous les rôles. Il a été votre père, votre mari. Et en plus, vous savez, madame, je suis d'un milieu ouvrier très pauvre. On ne connaissait rien. Quand j'ai connu mon mari, il savait tout, puisqu'il avait voyagé dans le monde entier. Il faisait l'international, donc il avait été en Iran, tout ça. Et il connaissait plein de choses. Il m'a tout appris à faire la cuisine. J'avais une mère qui m'a donné l'amour que ma mère ne m'a pas donné, si vous voulez. J'entends que vous avez été comblée. Oui, parfaitement, malgré ces 15 années. Voilà, oui. Et puis, je l'ai soigné comme un enfant, quoi. Et puis, à la fin aussi, comme un enfant. Fallait que je le lave, que je l'habille, quand il était paralysé. Et puis, puis il me disait, mais va-t'en, quitte-moi. Vous savez ce qu'il me disait? Je ne peux plus baiser. Je suis inutile pour toi. Mon Dieu. Voilà. Il vous aimait aussi, hein? Oui, beaucoup. Il a dit à l'infirmière, ma femme c'est une sainte, mais moi je ne crois pas que je... Non, vous l'aimiez, mais vous êtes néanmoins très courageuse et c'est vrai aussi très dévouée. Comment vous vivez, Marie-France, depuis qu'il est parti? J'ai changé d'appartement parce que c'était très dur. On a vécu 40 ans ensemble. Oui. Alors donc, j'avais l'impression qu'il allait revenir. Oui, vous aviez besoin de changer de cadre. Oui, le soir, je mettais son couvert, j'avais l'impression à 6 heures. Parce qu'il avait, dans la ville où on est, il avait fait 2 clubs de pétanque parce que quelqu'un qui a travaillé 16 heures par jour, il s'ennuie dans un HLM. Donc, il avait fait 2 clubs de pétanque pour pas s'ennuyer. Puisqu'il ne pouvait plus sortir. Donc j'avais l'impression qu'il allait rentrer et je mettais son couvert le soir et puis il y avait... Vous étiez encore dans l'histoire avec lui. Voilà, oui. Mais ce qui est dur, c'est la solitude le soir, quoi. J'ai beaucoup d'amis, je vois souvent mes enfants. J'ai une petite fille, puisque ma fille a 2 petites filles, mais c'est vrai que le soir, heure après heure, minute après minute, vous êtes sans lui. Et je n'arrive pas à dormir. Et puis ce qu'il y a, j'ai ses photos partout dans l'appartement. Vous voyez ? Écoutez, vous savez, Marie-France, je comprends ce que vous vivez, mais en même temps, il vous tient compagnie. Vous l'avez tellement aimé, il vous a tellement aimé. C'est une histoire dont on ne se sort pas comme ça. Hein. C'était vraiment l'homme de votre vie. Donc je crois que vous devez accepter que pendant un temps, c'est vrai, vous allez traverser en même temps cette période de solitude et de repli dont vous avez absolument besoin pour refaire surface. Oui, mais je me dis, parce que il y avait Tino Rossi qui chantait « La vie commence à 60 ans ». Exactement. Moi, je n'ai que 62 ans. Et c'est très jeune. Voilà, je vous le confirme. Tout le monde me dit que ma vie n'est pas finie. Loin de là, loin de là. Mais ce qui me gêne, c'est que tout le monde voudrait que je me remette avec quelqu'un. Mais vous avez le temps, pas tout de suite, attention. Un mois après, j'avais déjà... pas mes enfants, hein, parce qu'ils respectent le deuil, tout ça. Ils aimaient beaucoup leur papa. Mais c'est les amis, tout ça, on me présentait des hommes. Voyons, on m'invitait à manger, oui.
Et puis on me disait, on me disait pas, tu vas le fréquenter, mais on mettait à côté de lui, quoi. Mais vous en avez de la à chance manger, qu'on s'occupe de vous comme ça. Voilà. Et enfin, je vais vous dire que je suis pas seule, je sors beaucoup. Le jeudi, je vais dans une association pour danser. Mais c'est bien, bravo, vous avez raison. Et je sors beaucoup, mais ce qu'il y a, j'ai du mal à dormir. Et les premiers temps, je faisais des cauchemars. Je me revoyais jeune avec lui. C'est pas tout à fait un cauchemar, ça. Je sais pas, mais enfin, c'était dur à vivre, quoi. Bien sûr. Écoutez, en tout cas, je vous trouve épatante. Et puis vous racontez ça tellement bien. On est très bouleversés de ce témoignage que vous nous livrez, et je vous en remercie. Écoutez, Marie-France, j'aimerais que vous nous donniez de vos nouvelles de temps en temps pour nous dire comment vous allez. Ce que je voudrais, si c'est possible, s'il y a des hommes qui... Mais bien sûr, on va transmettre vos coordonnées éventuellement hors antenne. Ils peuvent m'appeler, on peut se rencontrer sans que ça aille... Parce que vous savez, j'ai Internet, j'ai essayé Internet... Mais oh là là, c'est dangereux ça, quelquefois. Oui. Faut faire très attention. Je n'ai pas mis ma photo parce que, je vais vous dire, je fais 10 ans de moins que mon âge, vous voyez. Mais j'en suis sûre, je l'entends à votre voix. Je suis très moderne, j'ai Internet, j'ai tout ce qui... Va avec. Et je danse chez moi, je mets la musique, je ne suis pas complètement... J'ai bien compris. Et mon mari m'avait dit, si je pars avant toi, il faudrait que tu te remaries et pas que tu Écoutez, pleures. Prenez le temps de suivre son conseil. Prenez d'abord un peu de temps pour vous, et puis comme ça, pour vous dégager petit à petit de cette période à la fois de la maladie et de la faim. Et puis, moi, je suis sûre que une autre vie vous attend. En tout cas, merci Marie-France et au revoir. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'une dernière chose, je ne suis pas invitée par des couples parce que la femme a peur que je pique le mari. Ah mais toujours, c'est classique ça. Ah, oui, mais c'est pas grave. Vous allez danser, vous sortez, vous allez danser. On s'en fiche des autres de cela. Je vous embrasse, Marie-France. Je vous remercie d'avoir pris mon appel et de m'avoir écouté. Ça me réconforte et puis je vous écoute depuis. J'écoute Caroline Dublanche depuis très longtemps. Mais oui, mais c'est bien. Quand mon mari, j'écoutais le soir. C'est bien, continuez comme ça. Continuez comme ça. À bientôt Marie-France, au revoir. Oui, merci, au revoir. Pour rejoindre Caroline Veil, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Et on continue tout de suite avec Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Moi, je vous appelle parce qu'en fait, ça fait très longtemps que j'écoute votre émission. Oui. Et que très souvent, je me retrouve dans beaucoup de témoignages. Donc déjà, je voulais souligner la qualité de votre émission parce que je trouve ça vraiment très bien. Ah bah c'est gentil ça. Non, oui, vraiment. Que ce soit l'une ou l'autre, je trouve que c'est vraiment formidable ce que vous faites. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors moi, ce qui m'arrive, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis avec la même personne. Qu'on arrive à un point où c'est plus négociable puisque en fait moi j'ai un désir d'enfant et je suis toute seule à l'avoir ouais. Et dès que donc on a quand même pendant ces 7 ans on a quand même construit nos carrières professionnelles, on a acheté une maison, on a fait beaucoup de projets ensemble, des projets mais qui étaient en dehors de l'enfant. Et au jour d'aujourd'hui, le problème d'avoir un enfant, c'est quelque chose qui est chez nous limite de l'abordable, parce que c'est toujours motif à dispute. Donc moi, c'est quelque chose qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus supporter. C'est très difficile pour moi. Ça fait 1 an que j'essaie d'avoir un enfant, des tests qui se révèlent toujours négatifs et j'ai pas d'écoute à côté. Et c'est quelque chose pour moi qui est très 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 difficile. Alors pourquoi quand j'essaie de lui en parler, en fait, je me heurte toujours à une non-explication. Donc c'est toujours de ma faute. Si je tombe pas enceinte, c'est de ma faute. Je ne comprends rien à la vie. Je suis pas. C'est toujours de ma faute. C'est toujours de ma faute. Il y a toujours cette culpabilité qui revient tout le temps. Et c'est quelque chose qui est très difficile. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans le reproche. Mais quel type de reproche, par exemple ?
Eh bien, ça va être quelque chose comme le reproche, ça va être par exemple une broutille de travail. Par exemple, vous savez, le travail, c'est des fois bien, des fois non. Bon voilà, des fois c'est quelque chose dont on aime bien parler avec son conjoint le soir, sans forcément radoter 10 fois. Bien sûr. Mais ça fait du bien d'en parler, Tout à ça fait du bien de se conseiller, de se dire mutuellement les choses, parce que quelquefois, le fait que la personne qui soit en face de vous puisse vous dire, écoute, quelquefois t'es pas toujours dans la bonne attitude, etc. Mais moi non, chez moi c'est quelque chose qui est pas possible. Là, preuve en est, j'ai parlé d'enfant, il est parti et voilà, il est parti au travail. Ah, il est parti au travail. Il est parti au travail. Voilà, c'est le travail. Toujours. Quel genre de travail? C'est un cadre. D'accord. Oui, mais enfin bon, plein de cadres ont des enfants, hein. Mais plein de cadres ont des enfants et pour moi c'est pas une excuse au bout de 7 ans. Ouais. Vous l'aimez? Oui, énormément. Et lui? Non, je pense pas. Attendez, c'est important ce que vous êtes en train de dire là. Oui, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que quand on arrive à 7 ans de vie commune et qu'on a envie d'un enfant et qu'on se heurte à des choses comme ça, pour moi, je pense pas. Parce que je vais prendre un exemple. Là, j'ai l'anniversaire de mon neveu, dont je suis la marraine, et qui va avoir 3 ans. Il refuse d'y aller parce qu'il me dit que ça va me renvoyer du négatif parce que ma belle-sœur est enceinte et qu'elle en a déjà un et que voilà, c'est pas bien d'y aller parce que ça va me renvoyer du négatif. Il n'a pas tout à fait tort. C'est la chose. Oui, il n'a pas tout à fait tort, mais en même temps, c'est peut-être se voiler la face aussi par rapport à certaines réalités de la vie. Non, attention, est-ce que ça n'est pas justement pour vous préserver? Parce que s'il cherche à vous préserver, en même temps, c'est une preuve d'amour. Préserver dans la façon dont il peut agir, je ne pense pas. Parce que il a toujours été méfiant par rapport à moi. On a acheté une maison, il a fait 2 tiers, 1 tiers, donc c'est-à-dire que voilà, il y avait toujours des questions d'argent. Il y a une question de suspicion tout le temps, et pour moi c'est quelque chose qui est plus supportable et non vivable. Alors qu'est-ce que vous aimez chez lui, Stéphanie? Moi, ce que j'aime, c'est sa tendresse, son attention qu'il peut avoir. Mais quand il n'y a pas de boulot, quand il n'y a pas la pression du travail. Mais il travaille beaucoup. Oui, énormément. Moi aussi, j'ai un travail qui est à responsabilité. Qu'est-ce que vous faites, sans indiscrétion? Moi, je suis assistante de direction. Donc, d'accord, oui. Donc, pas d'horaire, pas de... Voilà, la pression, et beaucoup de choses. J'entends effectivement à votre voix que vous êtes stressée. Stressée et très lasse. Très lasse de toujours le même discours Comment ça se passe? Comment ça commence, par exemple? C'est-à-dire racontez-moi, comment vous abordez-vous le sujet? Eh bien, moi, je vais aborder le sujet tout simplement un week-end, par exemple, où on va être relax, où je dirais ce serait bien si j'avais un enfant, parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je me sens bancale. J'arrive à 32 ans, je me sens Vous voulez bien bancale. vous rapprocher du téléphone, Stéphanie? Là, je vous ai un peu... Oui, bien sûr. Merci. Donc, en fait, moi, je me sens bancale parce que je sens que je suis, en fait, arrivée à 32 ans. J'ai une partie de moi-même qui est dans l'âge adulte, et puis d'un autre côté, je sens que je suis pas adulte parce qu'il y a besoin de ce bébé pour me construire moi et construire mon couple et construire mon avenir aussi. Non, mais attention, le bébé, c'est pas seulement, c'est pas parce que vous vous sentez une enfant, c'est parce que c'est un désir très légitime chez une femme, non? Oui, ça fait 2 ans que oui, c'est très légitime chez moi. Oui, tout à fait. Enfin, chez tout le monde. Chez tout le monde, hormis les gens qui veulent pas d'enfants, mais moi, oui. Ouais. C'est clair. Alors, petite question de Marie qui nous adresse un SMS. Ne pensez-vous pas qu'avoir un enfant peut paniquer par anticipation des responsabilités futures? Est-ce que, par exemple, il se dit pas, j'ai déjà tellement de soucis avec mon travail? Oui. Mais ça fait très longtemps que j'ai compris. Ça fait très longtemps que j'ai compris parce qu'en fait, je m'aperçois que c'est quelqu'un qui est au niveau du travail fort en gueule, donc toujours au taquet, etc. Et en fait, à la maison, il n'y a pas de responsabilité prise, c'est toujours la fuite. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, là, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi à vivre. Là, au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai envie de vendre la maison et de partir et de me dire que finalement tous les deux on a une maison, on a
des revenus, bon, certes, pas non plus mirobolants, mais on a une bonne situation et on aurait tout pour être heureux. On aurait tout pour être heureux. Tout à fait. Sauf que vous n'arrivez pas, vous, à avoir d'enfants, si j'ai bien compris, depuis un an. Ce qui n'est pas grave, hein. Un an, c'est rien du tout. Pour moi, oui, mais pour moi, c'est un échec. Pour moi, et il y a toujours, si vous voulez, cette culpabilité, parce que à partir du moment où on me dit que, de toute façon, si j'arrive pas à avoir d'enfants, c'est de ma faute. Non, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Non, c'est ce qu'il me reproche. Quelque chose bloque. Non, il faut pas vous laisser comme ça culpabiliser. C'est ce qui le rassure lui. C'est ce qui lui évite éventuellement d'aller faire un spermogramme. Je pense qu'il y a un blocage quelque part chez lui. Et en fait, c'est sa façon à lui d'occulter le problème et de dire que finalement, c'est plus facile de rejeter la faute sur l'autre que de l'accepter soi-même. Oui, bien sûr. On n'arrive jamais à un dialogue. Alors, aujourd'hui, vous auriez envie de vendre la maison et de partir loin de lui ? Oui. Pour me sauvegarder, moi, oui. Vous lui avez dit ? Oui. Et il m'a dit, tu me donnes la date. C'est froid. C'est plus que froid. Hein. C'est horrible. C'est horrible. Mais vous lui avez dit pourquoi ? Oui. Il m'a dit qu'il en avait marre que tous les mois, ce soit la détresse et toujours de partir en live parce que d'être toujours au taquet, d'espérer d'avoir un enfant et d'être toujours au taquet et qu'à chaque fois, de toute façon, quand je fais des tests de grossesse, ça part en live. C'est clair. Mais vous faites un test de grossesse systématiquement ? Oui, tout à fait. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que vous vous mettez une pression. Oui, je pense. Ouais, et que je crois que l'idéal, ce serait plutôt de lâcher. Alors lâchez pas toute seule parce que vous êtes un peu seule, moi je trouve, dans cette histoire-là. Prenez le temps de réfléchir. On quitte pas comme ça un homme du jour au lendemain qu'on aime, avec lequel on a investi, c'est le cas de le dire, dans tous les sens du terme. C'est facile de tout envoyer en l'air comme ça. Prenez le temps de réfléchir. Donnez-vous par exemple. Ouais, mais peut-être que ça peut être la solution aussi pour. J'y ai pensé. C'est ce à quoi j'étais en train de réfléchir en même temps que vous le disiez. Moi, je me dis peut-être que c'est mon issue de secours, quoi, d'aujourd'hui, de tout plaquer et de partir. Et puis peut-être refaire ma vie, ce sera peut-être plus chiche, mais d'être bien moi. En tout cas, vous êtes en train de l'envisager déjà de façon déterminée, hein, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Est-ce que vous ne pourriez pas, par exemple, aller en parler avec quelqu'un, parce que je ne voudrais pas que vous regrettiez cette décision. Que vous prenez par lassitude. Vous savez, un an, c'est pas grand-chose. Et puis, vous avez mis la barre haut, c'est-à-dire que vous avez décidé d'être enceinte et tous les mois, hop, test de grossesse. J'imagine que vous devez sans problème aussi faire des tests d'ovulation. Ah oui, voilà, on y est. La température. Voilà, on y est. Bon, alors vous allez me faire plaisir. Là, vous allez poser tout ça. Vous partez en vacances ? Oui. Bon, vous partez quand ? La quinzaine d'août, la deuxième quinzaine d'août. Bon, écoutez, pendant le mois d'août, pendant l'été, essayez au moins pendant août et septembre de lâcher tout ça. Vous oubliez la température. Plus en parler. Non seulement vous n'en parlez plus, mais vous lâchez tous les tests et vous n'y pensez pas. Vous ne pensez pas à la date, croyez-moi, et vous profitez juste du moment qui est en train de se passer. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas d'idée obsessionnelle dans la tête. Vous essayez ça, si vous pouvez. Là, c'est obsessionnel. Mais oui, c'est obsessionnel. Et donc, qu'est-ce que vous voulez ? Quand on a comme ça une obsession, c'est vrai que ça peut rendre agressif. Et puis, les sauts d'humeur. Voilà. Et puis, si on n'y arrive pas. La vie de couple infernale. Hein, voilà. Vous comprenez qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre une frustration permanente. Oui. Parce qu'il y a un envahissement total de la pensée. Donc la frustration, ça génère cette agressivité. Et comment on se défend de l'agressivité ? Eh bien, on se défend de l'agressivité tout simplement par l'attaque. C'est pour ça qu'il vous attaque. C'est pour ça qu'il cherche à vous culpabiliser vous aussi. Vous comprenez ce dont il est question ? Oui. Parce que lui, il pense peut-être que je lui reproche des choses qui sont pas fondées, peut-être. Ouais. Alors, je reçois des petits SMS, par exemple, Stéphanie, ne le pressez pas. Il se sent oppressé, ça viendra avec le temps. Tout met votre bonheur de la part de Bichette. Oui, mais il arrive à 35 ans quand même. Oui, mais 32, 35 ans, tout ça, c'est encore très jeune. Vous avez facilement quelques années devant vous. Je comprends votre désir. Enfin, ça vous a pris seulement il y a un an ?
2 ans? Plus qu'un an. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en février, moi je fumais et j'ai arrêté de fumer en février parce que je m'étais dit là c'est le moment où donc j'avais pris rendez-vous chez le gynéco, j'attendais qu'il vienne avec moi et en fait à la dernière minute il m'a pété un plomb, il s'est barré à Vannes parce qu'il avait un chantier là-bas et en fait il est rentré le soir et il s'en fichait. Et moi j'ai vraiment... Non, il s'en fichait pas, il a fui. Justement, moi, je pense que ça le panique énormément. Et je pense que d'une certaine manière, l'état de détresse dans lequel vous êtes n'arrange pas. Oui, je pense. Alors lâchez-moi tout ça pendant 2-3 mois. Vous n'en parlez plus et vous ne prenez plus rien. Vous oubliez le thermomètre. Vous oubliez tous les tests ovulation et grossesse et tutti quanti, d'accord ? Et ça risque de se faire beaucoup plus facilement que vous ne l'imaginez. Ouais. Il faut lâcher. Si vous lâchez prise, là vous êtes sous tension réellement. Ah oui. Ouais, donc on se détend. J'enlève la nuit, j'y pense le matin, j'y pense le midi, j'y pense le soir. Bien sûr. Autour de moi, j'ai plein de copines qui ont eu des enfants qui ont le même âge que moi. C'est beaucoup de choses qui me renvoient d'une... Mais évidemment. Et puis c'est normal de vouloir des enfants. Donc donnez-vous 3 mois, comme ça, sans rien, et puis voyez ce qui se passe. Moi, je pense que ça a déjà une plus grande chance d'arriver. Ensuite, donnez-vous 3 autres mois. Peut-être que vous allez aller en parler à quelqu'un avant de prendre comme ça une décision aussi radicale comme vendre la maison. Parce que dans le fait de lui dire j'ai envie de vendre la maison et de partir, qu'est-ce qu'il comprend ? Elle m'aime plus. Donc c'est pour ça qu'il vous dit elle me donne la date. Oui, mais lui, il m'a jamais dit qu'il m'aimait non plus. Il n'a jamais eu de preuve non plus d'amour depuis qu'on est ensemble. Comment ça, il n'a jamais eu de preuve d'amour ? En fait, depuis, parce qu'en fait, la chose du bébé, ça fait vraiment 1 an que j'essaie, mais ça fait 3 ans quand même que ça pouvait. En fait, à chaque fois, il offre des beaux voyages. Donc ça va être la Croatie, ça va être la Grèce, ça va être l'Égypte. Ça noie le poisson. Mais pour moi, c'est pas une solution. Non. Pour moi, c'est pas une solution. C'est oublier les problèmes pendant 1 semaine et puis de les revoir ressurgir au mois de septembre, quoi. Alors, petite question de la part de Pierre. Est-ce que vous lui avez dit pourquoi vous vouliez cet enfant ? En dehors de je veux un enfant, vous lui avez dit à quel point c'est important pour vous ? Oui, parce que je me sentais bancale et que j'avais besoin de ça pour moi me reconstruire. Parce que j'ai ma maman qui a traversé un cancer et que c'est moi qui l'ai affronté, ce cancer. C'est à moi qu'on l'a annoncé et c'est moi qui ai soutenu ma maman. Et pour moi, c'est une solution pour moi de retrouver une certaine stabilité. Non, pas une stabilité, mais d'assurer une continuité. Oui, et une stabilité aussi. Ouais. Je vous sens fragile quand même, Stéphanie. Moi, j'aimerais bien que vous alliez voir quelqu'un, parce que là, juste un petit entretien de quelques minutes, ça suffit pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que vous avez besoin d'aller un peu plus loin, tout simplement, parce que... creuser plus ces choses. C'est pas bien de prendre des décisions dans l'urgence. Peut-être que c'est la décision que vous finirez par prendre. Mais on en avait parlé tous les deux d'éventuellement aller voir quelqu'un. Ouais. Eh ben, ça serait une bonne chose. D'abord, si vous pouvez, allez-y. Voilà, allez-y. Je peux pas mieux vous dire, allez-y. Allez-y, dites-lui que c'est important pour vous, que vous l'aimez, et que s'il vous aime, eh bien, c'est bien qu'il aille avec vous. Et vous allez voir, ça risque de dénouer beaucoup de choses. Je pense que vous vous aimez, mais que le problème est surtout un problème de communication. Et généralement, les thérapies de couple, c'est fait pour ça. Voilà, on va pas s'occuper. Le problème, c'est que, si vous voulez, moi, je suis beaucoup à dialoguer, parce que moi, je suis quelqu'un qui part en live très, très facilement. Mais quand je dis les choses, je suis jamais sans rancœur ni sans rancune. Moi, c'est dit, après, moi, je passe à autre chose. Alors que lui, il est totalement dans la bouderie. Il va s'isoler, il va fuir les problèmes, quoi. Ouais. Écoutez, allez voir quelqu'un à 2 ou toute seule. Voilà, comme vous le sentez. Mais en tout cas, faites cette démarche avant de prendre une décision qui serait un peu radicale. Mais je comprends votre désir. C'est un désir légitime à 32 ans, c'est normal. Désir et désarroi, au jour d'aujourd'hui, d'être... ça fait 7 ans. C'est vrai que ça fait 7 ans. Au bout de 7 ans... puis j'ai ma maman aussi qui me dit mais je serais tellement contente que tu aies un enfant derrière, parce qu'avec tout ce qu'elle a vécu... En même temps, maman, c'est pas une pression, mais je pense qu'elle a envie aussi de quelque chose elle tient pour voir. Mais même mes beaux-parents, ils me le disent. Ils me le disent, mes beaux-parents me disent, mais quand est-ce que vous nous faites un petit, quoi ? Bien sûr. Je pense pas que ce soit illégitime. Mais non, pas du tout. C'est la chose la plus naturelle au monde que de vouloir un enfant. Et puis, je peux vous assurer une chose, c'est que quand il sera là, il va en être fou.
Voilà. Ouais, je pense. Ah oui, je pense Que ça sera un papa formidable. Quand je le vois avec mes neveux, enfin, je veux dire, il est extraordinaire, quoi. Ben voilà, ouais, non. Cache bien son jeu, cet homme-là. Je pense qu'il est beaucoup plus tendre que ce qu'il ne paraît. Il est très introverti, qu'il y a des choses dont je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son enfance, je ne sais pas quoi, mais je pense qu'il y a quelque chose par rapport à son père et par rapport à une autorité qui était très certainement trop prononcée et qu'il a peur de reproduire le même schéma. C'est possible, il ne se voit peut-être pas père, c'est pour ça que pour l'instant il est réticent. Bonne chance en tout cas, et puis merci de votre confiance. Moi, c'est moi en tout cas qui vous remercie d'avoir pris mon appel. J'étais contente de vous parler. Continuez à faire ce que vous faites parce que c'est vraiment génial. C'est vraiment gentil. À bientôt. À bientôt. Je vous remercie. Au revoir Stéphanie. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Veil, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Et puis on poursuit tout de suite avec Maude. Bonsoir Maude. Bonsoir. Oui, j'ai expliqué à votre assistante que j'avais 67 ans. Je suis à la retraite depuis 60 ans. Oui. Bon, j'ai eu des problèmes de santé et puis j'ai dû m'occuper de ma maman jusqu'à la fin. Elle est morte il y a 1 an. Et maintenant, je me retrouve donc retraitée de l'éducation nationale avec aucune envie de mener une vie étriquée de retraité avec le cours de gym le lundi, le cours d'informatique, etc. Et j'ai pensé que si j'étais encore là, c'est que je devais servir à quelque chose. Oui. Donc, quelle bonne idée. Éventuellement une ONG. Du bénévolat sur place, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Bon, parce que ça serait encore, le mardi, aller à l'association de 4h à 6h, et puis je voudrais vraiment changer, avoir des périodes, pas forcément toute l'année, mais de 1 mois, 2 mois, où je puisse partir à l'étranger et faire me rendre utile. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous faisiez dans l'éducation nationale? Moi, j'étais professeur. D'anglais, d'accord. Vous aimiez ce que vous faisiez? Oui. Mais bon, ça va. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis très manuel, je fais de la déco. Donc, je pense que quelque part, je pourrais être utile. Bien sûr, vous avez raison, mais pas seulement parce que vous êtes là. On n'est pas seulement, le sentiment de se dire, je suis là, donc je dois être utile. Non, vous êtes là parce que vous êtes là et que vous avez aussi une vie à vivre et qu'il faut en profiter. On est bien d'accord. Non. Non, c'est-à-dire que je suis là parce que j'aurais pas dû être là et que je suis là. Ah bon, expliquez-moi ça. Et que je suis un peu une miraculée et je pense que cette deuxième vie, je dois la donner aux autres. Non, pas forcément. Pourquoi vous dites que vous êtes miraculée? C'est une allusion à quoi? À une maladie où normalement je ne devais pas m'en sortir et puis je m'en suis sortie et puis voilà, et au niveau de mes petits-enfants, j'en ai un qui a 16 ans, il a plus besoin de moi, les autres sont plus petits, mais ils ont besoin de moi occasionnellement, et moi, j'ai besoin de donner un sens à cette deuxième vie. Je suis d'accord sur le besoin de donner du sens. On a toujours besoin de donner un sens, mais ça ne passe pas forcément par le sacrifice de soi. Est-ce que c'est le sacrifice de soi que d'aller... Non, je suis d'accord avec vous. Mais si vous voulez, ça me fait toujours tiquer quand j'entends, puisque je suis là, je dois être utile. Non, vous êtes là parce que vous êtes là et que vous avez le droit d'être là comme tout un chacun. Ça m'intéresse pas. Ah, d'accord.
Non, ça m'intéresse pas de vivre. Je vois un petit peu mes anciens collègues de travail et tout ça. Berck. Non, vous n'avez pas envie de leur vie, mais c'est pas pour autant que vous n'y avez pas droit. Vous comprenez ce que je veux dire? À la vie, tout simplement. À la vie, tout simplement. J'ai droit à la vie, mais à une vie utile. Je veux être. Ça, j'ai bien compris. Si je suis là, c'est que c'est pas pour rien. C'est que. Mais pour personne. Dites-moi, à quel genre d'ONG vous avez pensé? Bon, là, j'avais une amie qui avait une association pour le Rwanda, mais vu qu'il se passe des choses, c'est pas terrible, il vaut mieux pas y aller. Donc, moi, je suis prête à partir. Bon, pas pour un an, mais pour 2 mois, des périodes comme ça, où j'irai faire quelque chose d'utile auprès d'enfants, peu importe. Auprès d'enfants, vous dites? Peut-être des enfants, parce que peut-être que ce sont eux qui ont le plus besoin, mais peut-être pas. Bon, voilà, je peux apprendre l'anglais, je peux apprendre le français, je peux enseigner. Je suis assez polyvalente. Oui, je fais beaucoup de déco, je suis très manuelle, donc pourquoi pas? Ouais. Dites-moi, est-ce que vous connaissez, parce que vous comptez partir quand? Je sais pas. Bon, là, j'ai encore une opération des pieds à faire, mais vers octobre, novembre. Et vous avez déjà réfléchi, vous savez où vous allez aller, parce que je vous sens encore dans l'incertitude. Non. J'ai écrit, j'ai des documents sur différentes ONG. Non. Justement, si vous avez une idée. Moi, j'ai une idée, mais je ne sais pas où vous habitez exactement, mais c'est une idée que vous pouvez faire à partir de là où vous êtes. Qui consiste en quoi? Tout simplement, vous parliez d'enfants et d'enseignement. Il y a une association formidable qui s'appelle, qui a trait aux enfants qui sont souvent hospitalisés et qui ont besoin de suivre des cours et d'être scolarisés, enfin d'essayer d'être maintenus dans leur scolarité. Ça s'appelle l'école à l'hôpital. Et ils sont tout le temps en recherche de professeurs qui pourraient donner des cours à ces enfants-là. Ouais, voilà. Je l'ai fait à un moment, je l'ai fait. Ouais. Et j'ai très mal supporté, par exemple, d'aller donner des cours à des petits cancéreux à l'hôpital. J'ai très mal vécu ça, j'ai arrêté. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je comprends. Ouais. Et non, j'ai aussi besoin de changer totalement de cadre de vie, de pays, voilà, j'ai vraiment envie de partir un peu loin. Faire ça sur place, c'est toujours pour moi, voilà, la routine, le train-train. Ben voilà, il faudra que j'aille voir tel enfant tel jour à telle heure. C'est m'installer encore dans une routine que... Moi, je vous trouve, vous avez une certaine réserve vis-à-vis de cette routine, c'est-à-dire que vous dites que vous n'enviez pas vos ex-collègues, etc. Mais qu'est-ce que vous reprochez finalement? Je trouve que c'est une vie bête. 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 Alors, j'ai des SMS à vous transmettre, de la part de Coco d'abord, qui dit « Je vous trouve formidable et je vous embrasse ». Un autre de la part de Nico qui dit « Maud, cette deuxième vie, vous pouvez vous la donner à vous-même ». Et puis un autre d'Henriette qui dit « Profitez du présent, c'est ça l'avenir. Ne mettez pas de limite à la vie ». Henriette, une jeune de 80 ans, nous dit-elle. Voilà. Alors, si vous voulez bien, là, tout de suite, je vous propose, il y a Daniel qui souhaiterait intervenir. Bonsoir, Daniel. Allô, Daniel? Oui. Daniel? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus modérée que je l'ai été quand j'ai appelé. Oui, c'est gentil, je préfère. Excusez-moi, je ne me rappelle plus du prénom de cette dame. Maud. Maud. Voilà, je voulais dire à Maud
moi j'ai 61 ans, donc je suis une ancienne enseignante d'allemand et j'ai un petit peu la même réflexion qu'elle, mais il y a un petit truc qui m'a un petit peu choquée, c'est qu'elle mette en premier, j'ai nos sœurs artistiques, moi je pense que si on veut aller, et j'y pense aussi comme elle, dans prendre 6 mois peut-être, quelque temps, puisque moi je suis quand même mariée, j'ai des petits-enfants que j'ai malheureusement que 8 jours 2 fois l'an, pour le ski et pour l'été. Et je pense effectivement essayer de faire que ma vie ne serve pas qu'à ça. Je pense qu'il faut y aller beaucoup plus modérément et pas mettre en avant... Danielle, Maud, je suis désolée de vous interrompre. Je vous demande surtout de ne pas raccrocher, de rester avec nous. Et on reprend cette conversation, si vous le voulez bien, tout de suite à Mal. Donc n'inquiétez pas. Je rappelle que nous sommes ensemble encore jusqu'à 1h. La nuit est à vous, la ligne aussi, 3921. On parle de tout, de vous, de nous, on se rencontre les uns les autres. Et puis, si un souci particulier vous empêche de dormir, n'hésitez pas, appelez-nous et on partage tout ça. Je suis là pour répondre en direct aux questions que vous pouvez vous poser, 3921. Donc, vous pouvez aussi réagir par SMS en commençant vos messages par le mot nuit et vous faites le 72121. Et puis alors, pour vos courriels, notre site europe1.fr bien sûr, puis émission, contactez-nous et vous sélectionnez libre antenne dans envoyer un message à l'émission. Voilà, on va retrouver tout de suite Danielle, vous êtes là, Maud? Oui. Voilà. Bonsoir, excusez-moi. Donc je résume. En train d'éteindre ma radio. Oui, voilà. C'est une bonne idée parce que sinon on a un écho. Maud, j'espère que vous êtes là aussi. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Bonsoir, Maud. Alors, je résume un petit peu pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi juste avant le journal. Maud, vous êtes professeur d'anglais à la retraite d'une certaine manière. Et puis, vous cherchez, mon Dieu, à occuper votre temps autrement que des activités classiques, j'ai envie de dire, qu'on peut avoir durant cette période de la vie. Et vous avez envie de partir dans une ONG. Alors, vous nous faisiez part de ces désirs quand Daniel est intervenu pour vous dire, Daniel, je vous laisse poursuivre. Oui, alors, sur le coup, Maud m'a un petit peu interpellée parce que j'ai eu l'impression un peu de me retrouver, c'est-à-dire quelqu'un qui fonçait et qui disait, bon, j'étais prof d'anglais et en plus, j'ai un côté artistique. Moi, j'étais prof d'allemand et j'ai le même côté artistique. Bon. Mais je me dis, Maud, et oui. Là, je vous parle, Maud. Oui. Je pense que le côté artistique, il faut peut-être qu'on le laisse de côté, parce que dans les ONG, c'est peut-être pas ce dont ils ont besoin en premier. En première urgence, vous voulez dire. Voilà. Ouais. Mais vous étiez prof d'anglais, moi j'étais prof d'allemand. Je peux vous expliquer que j'ai enseigné l'allemand pendant 2 ans, il y a 39 ans en Côte d'Ivoire. Avec mon manuel que j'avais en métropole, ça les a fait doucement marrer. Hein. Bon, pourquoi parce que quand il fallait expliquer la neige de Noël et le lièvre de Pâques en allemand, moi j'ai connu le même problème. J'étais en Côte d'Ivoire aussi enseignante. Ah formidable. Ah bon? J'étais où? Ouais. Moi j'étais à Mans. Moi à Abidjan. Ah oui, moi j'avais d'abord et puis Abidjan. Moi j'avais quand j'arrivais à Abidjan, vous voyez, j'avais un côté de mon visage tout roux parce qu'on avait fait la latérite et on s'était tapé 200 km de piste. Mmh. Hein.
en allemand le Spätereal, donc le même truc que j'avais en France, et ça les a doucement marrés parce que, bon... oui, mais en même temps, c'est une façon de les ouvrir au reste du monde. Oui, non, attendez, non, mais j'ai de la famille antillaise aussi, et j'avais un appartement dans les Alpes. Le jour où ils ont vu la neige, mes petits cousins antillais, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Essayer d'aller expliquer à des petits Africains à 600 km d'Abidjan la neige. Ouais, c'est pas simple. Déjà, ces petits Africains ne parlaient pas, je parle d'il y a 39 ans, puisque j'ai 61 ans, ne parlaient pas très très bien le français. Donc la neige, déjà, c'est pas comme du sable, c'est pas comme du sel. Enfin, vous essayez de expliquer comme vous voulez. Le bonhomme de neige, ils comprennent pas. Mais dans leur bouquin, il y a le bonhomme de neige, le machin, le truc. Donc, je voulais simplement dire à Maud, et je suis tout à fait d'accord avec elle, parce que je vis la même chose. C'est-à-dire que mes enfants sont grands. Et vous avez un mari? Bon, là en ce moment j'ai mes 2 petites filles à qui j'apprends à nager. Je suis dans le sud de la France, donc j'ai une piscine, je leur apprends à nager. Mais je les ai une fois, une semaine dans le sud et une fois au ski. Mais le restant du temps, vous êtes seule. Je me morfonds comme une âme en peine. J'ai pensé comme Maud à une organisation. Mais je me dis, je vais pas arriver en leur disant je suis prof d'allemand ou comme Maud, je suis prof d'anglais. Ou je fais de la sculpture, de la peinture, du modelage, enfin non mais attention, Maud elle est prête à faire beaucoup de choses, hein. Elle a pas dit. Mais moi aussi, je pense qu'il faut qu'on y aille. Ils ont besoin de tout, hein. Ils ont besoin de... Non, je pense qu'il faut qu'on y aille avec français, l'anglais... C'est-à-dire y aller... la couture, tout. Comment? Je dis, ils ont besoin de tout, oui, le français, l'anglais, la couture... Attention, chacune votre tour, c'est plus simple. Du découpage. Si j'arrive là-bas en leur disant je vais vous apprendre le patchwork et le découpage, je pense que pour moi, c'est ce que je ressens, hein, ce sera superflu. Il faut déjà que j'arrive à leur faire apprendre des choses basiques qui puissent après leur servir. Vous pensez à quoi, par exemple, Daniel? Alors, déjà, du beau coloriage. Déjà, pour des petits, c'est bien. Pour des femmes, alors, allons plus haut, puisque je fais de la couture, du patchwork et des choses comme ça. Leur apprendre à faire des vêtements pour bébés. Et je commence déjà à le faire par une association, c'est-à-dire, on leur fait faire des nappes qui sont revendues, pas cher, mais franchement, 3 francs 6 sous, parce que je sais combien coûte le tissu là-bas. Hein, et ces nappes sont revendues. Et ça leur fait plaisir, c'est gratifiant. Comment? Ça leur fait plaisir, c'est gratifiant. Ah bien sûr. Elles font des belles nappes, elles font 10 serviettes, et elles sont payées, et nous récupérons rien. Bien sûr. Oui, mais on va faire peut-être dessus, hein. Vous n'avez pas ce besoin que j'ai de vraiment aller sur le terrain. Alors, non, attention Daniel, on va donner la parole à Maud quelques instants si vous le voulez bien, qu'elle puisse. Que j'ai entendu. Oui, qu'elle puisse vous répondre. J'ai envie d'aller sur le terrain, Maud. Je dis que Daniel fait ce qu'elle peut faire sur place, mais elle n'a pas de besoin d'aller sur le terrain. Le terrain, vivre avec eux, partager leur quotidien, et puis sur place, ce que je peux leur apporter, c'est moi je pars avec des idées, mais c'est peut-être quelles idées, Maud? Je ne sais pas, français, anglais, travaux manuels, n'importe quoi. Maud. Oui. Vous avez déjà vécu en Afrique? Oui. Eh oui, 15 ans. Ah bon, alors 19 ans plus 15 ans. Tout à fait. Ouais. Bon, non, alors, donc on est d'accord toutes les deux. Et moi, je suis aussi capable de partir sur le terrain.
Eh bien, écoutez, Maud, il faut qu'on trouve un organisme. Alors, vous savez quoi, vous allez poursuivre toutes les deux. On va vous prendre vos coordonnées et puis vous allez pouvoir poursuivre cette conversation hors antenne, parce que d'une certaine manière, je crois que vous êtes faites pour vous entendre toutes les deux. Oui. Tout à fait. Daniel, merci de votre intervention. Maud, je vous remercie en tout cas de nous avoir fait partager non, mais je suis partante avec Maud, le besoin de trouver un sens à votre vie. L'organisme qui peut nous accueillir toutes les deux. Et puis, Maud offrira ce qu'elle pourra offrir, moi ce que je pourrais offrir, mais en partant là-bas, parce que moi j'ai la nostalgie de là-bas. Eh oui. Écoutez, ce que je vous propose... Ah, pardon. Allô ? Oui, ce que je vous propose toutes les deux, c'est que vous poursuiviez. On va vous garder, ne raccrochez pas, hors antenne, et puis vous allez pouvoir échanger vos coordonnées. Merci à toutes les deux en tout cas. Tout à fait, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. This is a life, et puis on poursuit tout de suite avec Malik. Bonsoir Malik. Oui, bonsoir. Vous vous êtes arrêté, j'espère, parce que je crois que vous étiez en voiture. Oui, non, je suis routier, c'est pour ça. Je vous écoute tous les soirs. Bon, qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, moi je suis jeune, hein. J'ai même pas encore mes 25 ans, j'ai des qu'en septembre. Ouais. Et je me suis marié ça fait 1 an, le 18 juillet. Oui. Et en fait, il se passe que en ce moment, je suis en plein divorce. Carrément. Ouais. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, je connaissais une fille avec qui je discutais, tout simplement. Comment ça, vous discutiez avec elle ? J'ai discuté avec elle. C'était une amie, en fait. C'était une amie, et tout simplement, on se discutait. Comme moi, à la base, en fait, si vous voulez, j'ai rencontré ma femme. Moi, j'étais dans le Nord. Ouais. Elle était dans la région du Lot-et-Garonne. Donc, j'ai tout quitté, en fait, pour elle. J'avais mon travail. Je travaillais dans la société à mon père. J'ai tout quitté, mes amis, ma famille, pour rejoindre ma femme. Bien sûr. Et donc, j'avais déjà mes amis, quoi. Donc, on se parlait que par Internet, ou par téléphone. Et ma femme, et voilà, donc de par rapport avec le temps, avec cette amie avec qui je discutais, elle a commencé à tomber un peu amoureuse, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est parce qu'elle savait que j'étais marié, et moi, sachant qu'elle commençait à tomber amoureuse, j'ai coupé les ponts avec elle. D'accord. Et mais elle m'envoyait des messages, vous savez, c'est pas le genre de message qu'on envoie à un ami, quoi. Vous savez, c'était un peu des messages un peu sentimentaux, quoi, et des messages que j'avais oublié d'effacer parce que j'avais 2 téléphones, société et personnel. Et ma femme est tombée sur un de ces messages une fois, et ça fait pas longtemps, dernière semaine du mois de mai. Ouais. Et elle a appelé la fille lui a confirmé qu'il s'était jamais rien passé, qu'il avait coupé les ponts, que j'avais coupé les ponts avec elle par rapport à ses intentions, et ma femme m'a pas cru, ne l'a pas cru, et m'a demandé le divorce. Donc, c'est rapide. Ouais, non. Dans la première semaine du mois de juin, j'ai eu un appel de son avocat me demandant mon adresse. Elle s'est vite énervée, on va dire. Ah non, mais vite, c'est pas vite. Speedy Gonzalez à côté. Ouais. Vous êtes triste ? Franchement, je vous jure que vous savez pas dans quel état je le vis très très mal. Bien sûr. Mais vraiment très très mal. Vous avez essayé de lui parler à votre femme ? J'ai encore essayé, j'essaye tous les jours. Déjà, entre la dernière semaine du mois de mai jusqu'à, on va dire, début du mois de juillet, j'avais plus de nouvelles d'elle. Elle décrochait pas, ses parents ils m'envoyaient bouler, plus moyen d'entamer un dialogue avec elle. J'ai su que j'ai réussi à renouer un dialogue avec elle parce qu'elle a eu un accident de voiture. Oui. Entre-temps. Donc elle m'a dit oui. Je lui ai dit pourquoi tu me l'as pas dit, tout ça. J'ai essayé de l'appeler par tous les moyens inimaginables, le téléphone à mon père, le taxiphone, le téléphone de l'entreprise, le téléphone des amis. J'ai pas moyen de la joindre. Dites-moi, et si vous lui écriviez une lettre ? Vous savez quoi, j'y ai pensé parce que hier il y avait vous avez une personne qui vous avait appelé, vous savez,
savez, la personne qui vous disait qu'il avait vécu 2 ans ou je sais plus combien de temps avec sa femme. Oui. Et vous lui avez aussi conseillé d'écrire une lettre. Ouais, c'est possible. Mais pourquoi vous ne lui écririez pas une lettre pour lui dire exactement ce qui s'est passé? Même si vous vous êtes déjà expliqué, quelquefois ça peut changer les choses de les voir. J'ai essayé, même encore tout à l'heure, j'ai essayé, je lui ai envoyé, on se parle un peu. Oui. Et c'est une fille qui a beaucoup de caractère, énormément de caractère, qui est tolérance zéro, quoi. Par rapport à l'éducation de ses parents, hein, donc. Ouais. Et si vous y alliez doucement, c'est-à-dire vous recommencez tout à zéro, vous lui envoyez, je sais pas moi, des fleurs, des petits mots, une attention. Je lui ai proposé un voyage en Égypte pour repartir sur un terrain neutre avec des gens neutres, partir à zéro, repartir sur des bonnes bases, parce qu'on s'est mariés. En fait. Moi, je suis arrivé dans la région du Lot-et-Garonne. Je suis arrivé une semaine après, j'étais embauché. Donc, j'ai commencé à travailler dans la foulée. Et je voulais faire mes preuves de par cette société. Bien et sûr. Comme je me marie quelques temps après, je voulais pas non plus imposer mon mariage, vous savez, par rapport à mon CDI, en sachant qu'aujourd'hui, le travail, c'est important. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'on a fait, puis elle aussi, elle travaillait, donc on était d'accord. Hein. Donc, nous, on s'est mariés le samedi. Moi, j'ai arrêté de travailler le vendredi après-midi. Le samedi, on s'est mariés. Le lundi, je retravaillais, quoi. Vous êtes courageux, Malik. Vous devriez y arriver parce qu'en même temps, je vous sens assez déterminé. On ne va pas lâcher cette affaire-là comme ça. Non, mais je vous promets que j'ai pas envie du tout de lâcher l'affaire. Je veux dire, c'est une femme qui m'a. Je vous promets. Tout à l'heure, j'étais en train d'y penser parce que vous avez les deux dames qui étaient en train de parler d'association. Moi aussi, je suis allé en Côte d'Ivoire, à Mans, à Bouaké, à Abidjan. C'est pour ça que j'écoutais beaucoup leur conversation. Mais je veux dire, c'est une femme qui m'a beaucoup apporté. Moi, j'ai quitté l'armée, j'avais pas de situation, rien du tout. Elle vous a stabilisé? Elle m'a énormément stabilisé. Je dis, et le problème qu'ils me disent mes parents, c'est qu'ils me disent qu'aujourd'hui j'ai du mal à m'en détacher parce que je l'ai mise trop sur un piédestal. Mais moi je le prends pas comme ça. Moi je le vois par rapport à ce qu'elle m'a apporté, par rapport à l'amour que je peux lui donner. Et je pense pas que j'arriverai à aimer une autre personne autant que j'aime ma femme, quoi. Je veux dire, mais après, je sais, je suis jeune. Mes parents me disent de passer à autre chose parce que j'ai pas eu d'enfant avec elle. Mais je veux dire. Mais ça, c'est faire abstraction de vos sentiments. Et puis j'ai l'impression que si vous renonciez maintenant, ça serait trop dur pour vous. Je crois qu'il faut tout essayer d'abord. Et puis effectivement, si elle ne veut pas revenir, à ce moment-là, vous savez, on ne maîtrise pas on ne maîtrise pas l'autre, on ne maîtrise pas les gens. Donc c'est sa décision et rien ne la fera changer. Mais je crois que vous avez raison pour l'instant d'insister parce que c'est très récent. Hein, le mois de mai, on est quand même au mois de juillet. Tout ça n'a que 2 mois. Ouais, tout ça n'a que 2 mois. Je crois qu'il faut qu'elle soit absolument persuadée du fait que au départ, vous aviez une relation d'amitié et que dès que vous vous êtes aperçu qu'il s'agissait d'autre chose, vous avez coupé les ponts. Je crois que elle le sait. Elle le sait. Elle a eu la fille au téléphone. Elle l'a peut-être pas assez entendu. Mais pourtant, je sais de par rapport à la fille parce que après, du coup, du moins, quand elle l'a su, après, voilà, quoi, elle joue un peu avec les mots, comme dit, c'est bon, maintenant que t'es plus avec ta femme, on peut se mettre à deux. Enfin, des trucs de gamin, quoi. Je veux dire, ouais, mais tout sans intérêt. Mais moi, voilà, c'était moi aujourd'hui et demain, et c'est ma femme et point barre. Je veux rien d'autre. Ça a été confirmé. J'en ai parlé à son père, qui m'a aussi un peu boulé. Il y a eu la fille aussi au téléphone, le père. Son père, il a eu la fille au téléphone. Et qu'est-ce qu'il en pense, le père? Vous savez, il a déjà du mal à essayer de. Il s'engage pas trop à l'éducation de son dernier gamin, donc. Et sa mère? Sa mère, j'ai essayé une fois de l'appeler. Je l'ai eu une fois au téléphone. Je l'ai eu une fois au téléphone depuis le mois de mai. Elle m'a dit, t'as fui le dialogue ou je sais pas trop quoi. Mais c'est pas que j'ai fui le dialogue, c'est que ses parents ils sont vraiment radicaux, quoi. Ils sont vraiment radicaux. C'est un peu dur de parler avec eux, quoi. Je veux dire, quand il y a des problèmes comme ça, c'est pas histoire qu'ils prennent parti, quoi. Bah, écoutez, c'est-à-dire qu'en fait, elle leur a certainement présenté l'histoire de la façon suivante. Voilà, on n'est pas mariés depuis 1 an, qu'au déjà il s'est mis sur le net avec une autre avec qui il entretient des relations. Exactement. C'est ça qu'elle a dû leur dire. Donc bien sûr, des parents, vous avez 25 ans. C'est normal qu'ils prennent parti. Je veux dire, d'un côté, c'est normal, c'est leur fille. Des parents qui apprennent ça, on peut comprendre. D'un seul coup, ça les fait flipper. Mais je reçois un petit SMS de la part de Brigitte et qui dit, dans une lettre, on peut s'exprimer posément. Vous pouvez réexpliquer les choses et exprimer vos sentiments et surtout tout ce que vous lui devez.
Voilà. Pourquoi ne pas essayer? Qu'est-ce que vous risquez? Après tout, vous êtes prêt à tout tenter. Tout tenter, et encore le mot il est faible. Hein. Ouais. Bah écoutez, alors à ce moment-là, allez faire le siège devant chez elle, se guetter là, ne lâchez pas. Voilà. J'ai essayé une fois de la suivre. Vous dites, Soyez là tout le temps, ne lâchez pas. Soyez là tout le temps. Après, c'est pas le problème. Vous savez, je veux dire, j'ai un métier qui est pas évident non plus. Je roule la nuit. Je roule la nuit et toute la matinée. Je veux dire, même par rapport à ça, je lui avais dit, je sais que par rapport à ça, je lui dis si c'est aussi, il y a le travail aussi qui te gêne, parce que je sais que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident d'avoir du moins dans un couple où l'homme travaille la nuit, ou la femme travaille la nuit. Vous savez, où je veux dire, en général, un couple qui travaille en décalé, c'est jamais bon pour un couple, peu importe la génération. Hein. C'est compliqué. Voilà. Peu importe la génération. Donc moi je lui ai dit aussi, si tu veux, il n'y a pas de problème. Je lui ai même pas dit si tu veux. Je lui ai dit demain tu viens. Je lui ai dit demain tu as l'intention de revenir. Je lui ai dit mais déjà je change de travail, il n'y a pas de problème. S'il faut que je reparte travailler avec mon père, je sais que le travail en famille, je suis pas pour, mais je veux dire c'est pas le problème. Je peux. Si il faut faire des efforts, te montrer des efforts, et je lui dis aujourd'hui je te fais pas de promesses, je te parle pas. T'as juste à regarder, t'as juste à voir, et tu verras que être radical, tout le monde peut être radical avec soi-même quand on a envie, quoi. Mais elle veut pas, quoi. Quand je vous dis qu'elle veut pas, mais elle veut elle vraiment pas. Elle est très fâchée. Qu'est-ce qui a pu la fâcher comme ça, d'après vous? Vous la connaissez, votre femme, donc qu'est-ce qui a pu... Je la connais par cœur. Même elle qui m'a dit après le divorce, je sais pas où je peux aller. Elle m'a dit, tu connais tout de moi, et elle m'a dit, mais moi je sais même pas où aller. Elle me dit, j'ai envie de quitter la région, mais même si je quitte la région, je sais que tu me retrouveras. Donc je lui dis, c'est pas que je sais que je te retrouverai, c'est que je te connais. C'est tout, c'est que je te connais. Oui, je te connais. Je crois que vous êtes réellement très très attachés l'un à l'autre. J'ai l'impression qu'elle a demandé le divorce comme ça et qu'elle a envie de vous donner une leçon. Peut-être, elle a peut-être eu un peu peur. Hein. Mettez-vous à sa place. Elle s'est peut-être imaginé des choses. Je me mets à sa place. Voilà. Alors, surtout que je ressens du doute, quoi. Quand je l'ai au téléphone et quand elle m'envoie des messages. Je veux dire, je la connais par cœur. Hein. Je savais que elle allait pas bien le prendre. Dites-moi, Malik, moi, je crois que le mieux, c'est de vous donner un tout petit peu de temps. D'abord, cette procédure de divorce, peut-être que vous pouvez vous arranger pour la ralentir un peu. On n'est pas obligé de se précipiter non plus. Vous pouvez voir ce que vous pouvez faire de ce côté-là, au niveau de la procédure. J'ai eu son avocat au téléphone et je lui ai dit que c'est clair que je refuserai le divorce. Quoi. Je veux dire, je vais pas m'allonger direct. Je vais pas m'allonger comme ça. À la première demande, je veux dire, c'est futile quand même. Je veux dire, je suis d'accord. Elle peut mal le prendre. Moi, je sais pas comment j'aurais agi. J'aurais peut-être aussi mal pris parce que aussi une fois j'ai eu aussi ce problème-là une fois avec elle. On était en train de dormir. À 23h30, il y a un mec qui appelle, qui se fait passer pour un mec bizarroïde. Il m'a expliqué ma femme comment elle était à la faculté, parce qu'elle était à la fac. Je veux dire, je connaissais ma femme, je sais qu'elle a été honnête avec moi. Et maintenant, voilà, je sais qu'on connaît une personne quand on vit avec. Hein. Le reste, vous avez raison. Avant, c'est que des paroles, quoi. Je veux dire, il faut pas forcément ne pas la croire, mais toujours, je veux dire, mettre en parenthèse ce qu'elle dit, parce que généralement, je veux dire, si une personne elle vous dit je suis maniaque, elle laisse traîner ses chaussettes un peu partout, ou un truc comme ça, je veux dire, enfin bref. Bon, écoutez, je crois que c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, mais en tout cas, vous ne risquez rien à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire commencer par lui écrire, qu'elle vous sente déterminée dans votre désir de revenir et dans l'amour que vous avez pour elle. Donc faites peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui peuvent la surprendre. Une lettre, ralentissez cette procédure de divorce et puis ne lâchez pas, sans la harceler, hein, bien sûr, parce que si elle se sent harcelée, ça peut être pire que tout. Mais dites-lui que vous l'aimez tellement que vous êtes prêt à tenir, à faire vos preuves, parce qu'on dit, vous savez bien, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut absolument, que vous êtes d'accord de vous réexpliquer, bien sûr. Peut-être cette amitié sur Internet, c'était un tort, c'était une erreur. En tout cas, c'est vraiment... En tout cas, voilà, vous avez compris. Peut-être que c'est bien de se disputer comme ça au début, la première année de mariage. Parce que la première année de mariage, sachez-le, Malik, on se dispute beaucoup, même si on se connaît depuis longtemps. C'est normal d'avoir comme ça des crises. Et puis crise, ça veut aussi dire en grec opportunité. Alors peut-être que c'est l'occasion pour vous de faire table rase du passé, puis de mettre les choses bien au clair.
par exemple. Et puis, dites-lui pourquoi vous tenez à elle, que c'est vraiment la femme de votre vie. Et que... Ah, elle le sait, ça. Je lui dis tous les jours. Hein. Ouais, je mais vous promets que je lui dis avec tous les d'autres jours, mots, changez les mots, sans la harceler. Mais vous pouvez essayer de changer les mots en disant je pense à toi, je t'embrasse. Vous voyez ce que je veux dire? Pas je t'aime plus que tout, parce que ça, à force d'avoir des déclarations, finalement, on s'habitue. Oui. Mais je pense à toi, ou j'espère que tu vas bien. C'est un petit, je vois ce que vous voulez dire. Voilà, un petit bonjour du matin. Ou là, je suis en train de passer devant une affiche. Elle me fait penser à toi. C'est ta couleur préférée. Enfin, bon, vous ne manquez pas d'imagination. Mais toute la journée, ou enfin pas toute la journée d'ailleurs, mais parce que sinon effectivement il va y avoir harcèlement. Mais tous les jours, en tout cas, un ou deux petits signes qui font que elle va sentir que, mon Dieu, elle est très présente dans votre vie et que vous n'êtes pas prêt à la quitter. Elle le sait, elle a tous les jours, je veux dire, elle a droit à un message, quoi. Tous les jours, elle a droit à un message. Et comme vous disiez tout à l'heure, vous savez, quelque chose qui me faisait penser à elle ou qu'elle sait qu'elle est important. Depuis qu'on se connaît, enfin, du moins, depuis que réellement les sentiments, ils étaient vraiment présents dans mon cœur par rapport à elle. Et je lui ai toujours dit je t'aime tous les jours et je lui montrais, je lui disais et je lui montrais. Et quand je lui disais pas je t'aime, elle me disait oula, il y a quelque chose qui va pas aujourd'hui. Je vous promets que c'est vrai. Et quand je l'appelais par son prénom, je savais que ça allait pas. Ouais, elle m'appelait par mon prénom. Je m'inquiétais pas, c'était normal. Quand elle me disait pas je t'aime, c'est parce qu'elle me le dit, parce qu'on n'a pas été éduqués de la même manière. Et donc les sentiments chez eux, c'est un peu plus caché. C'est un peu caché, quoi. C'est un peu caché. Dans le Lot-et-Garonne, on cache un peu plus ses sentiments. Voilà. Et quand elle savait que je lui disais pas je t'aime ou que j'appelais par son prénom, elle savait qu'il y avait un problème. Et moi, quand elle m'appelait, moi après c'était normal. Hein. Elle m'appelait Malik, je savais que ça allait ou ça allait pas. Donc. Ouais. Écoutez, en tout cas, vous arrivez à rire. Donc, je vous trouve lucide pour votre âge et puis déterminé. Bon. Je dois dire merci, je le dis à l'antenne, je dois dire, même s'il y en a, ils vont dire un peu, ouais, il fait de mytho ou quoi que ce soit, parce qu'il doit sûrement avoir des militaires ou des anciens militaires qui doivent écouter. Mais je veux dire, l'armée, ça apporte beaucoup dans la vie d'un homme, hormis de faire des photos, des positions sur des photos, on va y mettre sur Internet. Je veux dire, l'armée, ça apporte beaucoup à un homme. Ça peut structurer, c'est vrai. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite bonne chance dans votre entreprise. Là, tous mes vœux vous accompagnent, nos auditeurs aussi. On espère tous que vous allez réussir. Alors, donnez-nous des nouvelles pour nous dire comment ça se passe. D'accord ? Très bien, oui. Bien. Merci Malik, à bientôt, j'espère. Je vous remercie, bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Cœur de pirate, ensemble. On continue avec Elisa. Bonsoir Elisa, je crois que vous souhaitez réagir au témoignage de Maud et Daniel tout à l'heure. Oui, voilà, tout à fait. Oui, je m'y suis prise un petit peu tard parce que j'avais pas de numéro, donc j'aurais 39 21, voilà, il faut qu'on le redonne un peu plus souvent. Oui, je le connais. Donc oui, en fait, oui, moi ça m'a bien parlé parce que en fait, moi j'ai 58, bientôt 58. Donc moi je pense aussi à ce que je vais faire à la retraite, à construire un projet. Parce que, comme la personne qui parlait, j'ai pas très envie des activités ou même d'une activité associative qui soit pas très engageante. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus fort. Qui vous implique vraiment. Comment ? Qui vous implique réellement. Oui, voilà, qui m'implique réellement. Et donc, très récemment, j'ai vu une émission sur l'Inde. Donc, c'est un pays que je connais bien parce que j'y ai passé 8 mois, il y a longtemps. Et c'était des bénévoles en fait qui partaient dans les centres qui ont été mis en place au départ par Mère Teresa. Ouais. Et là, il y avait une dame de plus de 80 ans qui a expliqué qu'à la suite du décès de son mari, elle avait eu tellement de chagrin qu'elle a voulu partir et elle part 6 mois par an. Ah d'accord, 6 mois par an. Donc c'est bien ça pour Maud qui souhaite partir quelques mois par an. Oui. Donc elle travaille un petit peu. Bon, c'est pas par une ONG. En fait, les bénévoles arrivent. C'est beaucoup moins compliqué que par une ONG par certains côtés, mais il faut avoir de l'initiative, parce qu'il y a des hôpitaux, il y a des centres pour handicapés, il y a des écoles, il y a plein de choses à faire. Et les gens choisissent.
en fait. Hein. Ah, donc, c'est pas mal ça. Au cours de cette émission, on a vu donc cette dame, elle va à l'hôpital, elle masse. Enfin, il y a énormément besoin de bras en fait pour aider les gens à marcher, pour éventuellement les masser, les faire se déplacer, des choses comme ça. Bon, il y avait des hommes qui étaient bénévoles, qui rasaient les hommes, hein, Bon, c'est un contact qui passe à travers des choses concrètes. Bon, oui, c'est très concret, c'est-à-dire que on est tout de suite dans l'action, quoi. Oui, voilà. On propose il y avait aussi et puis des gens. Bon, là, c'était un groupe de jeunes qui intervenaient auprès d'enfants handicapés. Donc, ils leur proposaient des activités qui les sortaient. Donc, puis il y avait aussi également une personne qui travaillait dans une crèche. Bon, les gens qui étaient infirmiers, par contre, étaient un peu négatifs parce que là, ils avaient été un peu choqués par la qualité des soins. Mais pour d'autres interventions, moi, je me suis dit, mais c'est génial, quoi, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. On peut proposer des choses. Donc, je pensais justement au niveau de la décoration, au niveau. Oui, on peut aider, on peut proposer aux enfants, par exemple, de fabriquer des petits objets, des choses comme ça. C'est très gratifiant en plus. Leur apprendre, même décorer, parce que bon, les centres sont quand même un petit peu tristes, d'après ce que j'ai vu. Donc je me dis, quelqu'un qui s'y connaît bien en déco, en récupérant, effectivement, la personne peut avec les enfants décorer. Enfin, moi, à mon avis, il y a plein de choses à faire. Et ce que je disais aussi à la personne qui m'a reçue au téléphone, moi j'ai une amie, donc du coup j'en ai parlé à une amie, parce que bon, moi c'est un projet que vous nourrissez, vous, que je nourris depuis pas mal de temps. Et cette amie, elle a adopté des petits enfants africains. Et la première fois où elle m'avait montré le film sur la pouponnière, où elle était allée chercher son enfant, mais je m'étais dit, ils ont besoin de bras, quoi, parce que les femmes africaines sont très chaleureuses, mais elles étaient un peu débordées, donc de bras pour donner le biberon, pour les changer, puis simplement pour prendre les enfants dans les bras, les bercer. Bon, il y avait des enfants un peu plus grands aussi qui étaient dans cette pouponnière, donc je pense qu'avec des enfants comme ça aussi, on peut faire des activités manuelles. Et puis, bon, la pouponnière est en rénovation, donc au niveau de la déco, il y a aussi plein de choses à faire. Elisa, je vous interromps parce que je reçois tout de même un SMS qui pose une question intéressante. Oui. Et qui dit la chose suivante, et en France ? Oui, non, mais ça c'est sûr. Mais bon, parce que vous savez, il suffit souvent d'aller traverser la rue, hein. Je veux dire, en France aussi, on a besoin de bras, il y a des enfants. Je comprends très bien, mais moi, j'irais plus facilement là-bas parce que, bon, en France, on va pas aller dans une crèche. Je veux dire, proposer ces services, voilà. Non, mais on ne sait jamais. Il y a peut-être aussi des ONG qui sont en France. Enfin, je veux dire, on va chercher. Bien entendu. Qu'est-ce qu'on va chercher quand on part loin ? C'est souvent la question que je me pose. Je pense que quand même, malgré tout, moi, pour avoir été en Inde, bon, il y a des besoins. C'est beaucoup plus. Enfin, je veux dire, il y a des besoins tellement flagrants, tellement. Il y a quand même des besoins beaucoup plus criants qu'en France, quoi. Parce que vous pensez qu'on est dans l'urgence et qu'on est dans la survie, alors qu'en France, on l'est moins. Oui. Je pense qu'on l'est moins, oui. Ouais. Et qu'il y a aussi, dans ces pays-là, plus de possibilités de faire du bénévolat. Oui, c'est sûr. Oui, c'est plus. C'est mieux. C'est quelquefois perçu totalement différemment. Oui, c'est perçu différemment. Oui, voilà. Et puis je pense que c'est plus simple, quoi. En France, moi, je trouve que déjà les associations qui existent. Il y a des grandes associations comme le Secours populaire, le Secours catholique. Bon, c'est vrai que c'est intéressant, mais moi, ça m'attire moins quand même. C'est très hiérarchisé en plus. Pourquoi ? Parce que parce que c'est très j'aime bien aussi les gens de ces pays-là. J'aime bien. J'ai plus envie de donner de l'amour dans ces pays-là qu'en France. Il vous touche. Bon, je vous remercie en tout cas de votre intervention. Merci Elisa. On va éventuellement prendre vos coordonnées hors antenne, d'accord ? Si vous le voulez bien, parce que si la personne veut éventuellement que je la mette en contact avec mon ami qui a adopté et puis qui reste en contact avec la pouponnière au Mali.
D'accord, très bien. Éventuellement, bon, je pourrais Pourquoi pas. demander, je les ai pas sous la main. pouponnière, mais... c'est peut-être un peu jeune pour apprendre l'anglais, mais on sait Comment jamais. C'est peut-être un peu jeune pour apprendre l'anglais, mais on sait jamais. Oui, non, mais je pense pas qu'elle voulait juste... Non, elle voulait pas juste ça, elle parlait de tout un tas de moi, choses. J'ai perçu qu'elle voulait vraiment... peut-être sortir même de son rôle de professeur d'anglais. Son rôle d'enseignant, parce que, bon, la première chose qu'elle a dit, c'est qu'elle avait aussi d'autres cordes à son arc et que, bon, elle pouvait aussi faire autre chose, quoi. Voilà. Donc, merci Elisa. Eh ben, en tout cas, merci et bon courage pour la suite. Et puis, à bientôt. À bientôt, au revoir. 39 21, 34 centimes la minute. Et nous, on continue avec Marie-Hélène. Marie-Hélène aussi, vous souhaitez réagir sur l'intervention de Maude. Vous êtes nombreuses ce soir d'ailleurs à aimer ce sujet. Oui, bonsoir. Oui, j'étais très émue par l'intervention de Maude, surtout ses premières paroles, parce que moi j'ai vécu exactement les sentiments qu'elle exprimait là, il y a 5 ans. Et je suis partie. Je suis partie en Haïti. Rapprochez-vous un tout petit peu du téléphone, c'est intéressant ce que vous dites. Je suis partie en Haïti et je suis partie d'abord avec une association, une petite association, parce que les grosses associations c'était difficile, on me demandait de parler je ne sais combien de langues, et puis surtout je savais pas très bien ce que je voulais faire, donc je suis allée là-bas. Et là-bas, Haïti, d'accord. Donc en Haïti, oui. Donc j'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait un audit pour une association. J'ai remonté une coopérative agricole. J'ai travaillé dans un orphelinat. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais besoin de travailler, d'avoir mon affaire en quelque sorte. Et j'ai été contactée par une école dans un bidonville qui était sur le point de fermer parce qu'il n'avait aucun moyen. Et donc je suis rentrée en France, c'était la 3e année, et j'ai monté une association ici. Donc cette association a pour but, on parraine complètement cette école en Haïti. Il y a 150 enfants, on leur donne un petit déjeuner, on paye les salaires, enfin bon. Alors je voudrais répondre quand même à la personne qui vous a dit mais pourquoi on ne le fait pas en France? Eh bien moi j'ai voulu créer du lien. Et c'est aussi un moyen, on est dans la mondialisation, et moi j'ai pas envie qu'il y ait des frontières. D'autre part, on a une disponibilité, il y a des gens, si vous voulez, en France qui peuvent le faire, qui n'ont pas les possibilités de partir. Moi je pars à mes frais, c'est pas donné. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis, d'autre part, j'ai constaté que souvent les gens qui me faisaient cette remarque, c'était justement des gens qui ne faisaient rien. Et je leur dis, dans ces cas-là, faites-le. Oui. Voilà, mais c'est passionnant. C'est vrai qu'on le fait pour soi aussi, parce qu'on veut donner du sens à sa vie. Moi, j'ai toujours été choquée par l'injustice qu'il y a dans le monde. Et en France, nous faisons des expositions d'art haïtien, ce qui permet aussi, finalement, ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui font vivre l'école, puisque c'est avec leur travail, le travail des artistes, que nous finançons l'école. Carrément. Et ça, c'était très important. Ça fait découvrir aussi un autre aspect d'Haïti que bien des gens ne connaissent pas. Ils sont très étonnés de la créativité de ce peuple, de son imagination. Ah, c'est très connu l'art haïtien, hein? Oui, mais pas toujours. Vous savez, en province, moi je sais que nous faisons beaucoup d'expositions, hein, et il y a toujours des surprises. Ah bon, ah mon Dieu, comme c'est coloré, comme c'est gai. Et c'est une peinture un peu naïve. Vraiment, ça, oui. J'essaie il y a de la peinture naïve, mais il y a de la peinture abstraite aussi. Ouais. Oui, non, il y a tout un éventail justement. Ça permet de créer du lien vraiment. Et je fais aussi, donc, quand je rentre, je reste 4 mois chaque année là-bas. Hein. Cette année, un petit peu moins longtemps, parce que j'ai été rapatriée au moment du tremblement de terre. Justement, j'allais vous poser la question. Ouais, en fait, c'était votre idée d'association, elle est antérieure. Ah oui, bien avant, oui. Ouais. Oui. J'ai fait mon 6e voyage là au mois
de mars parce que j'ai été partie tellement vite d'Haïti parce que j'avais plus rien. J'étais obligée de rentrer en France. J'avais tout perdu sauf la vie. Mon Dieu. Et j'ai pensé, enfin Maud aussi a dit une chose qui m'a beaucoup impressionnée parce qu'elle a dit, mais moi elle vit en plus, et moi aussi parce que je n'aurais pas dû, j'ai vraiment échappé à... La pension où j'étais s'est effondrée et moi j'étais à l'Institut français pour rendre un livre. J'ai été sauvée par la littérature. C'est fou. C'est fou. Et je suis rentrée en me disant, je retournerai plus en Haïti parce que maintenant, la communauté internationale va prendre ça en main. C'est un tout petit pays, c'est grand comme la Bretagne, il y a 9 millions d'habitants. Il n'y aura plus besoin de moi pour des écoles. Les écoles vont être gratuites, laïques, obligatoires, enfin tout ce que vous voulez. Enfin, je me rends compte que rien ne bouge, que l'école, elle est toujours au même point, que nous n'arrivons pas à avoir d'aide alimentaire, que c'est encore plus difficile oui, qu'avant. Vous êtes encore plus dans les soucis. Voilà. C'est comme avant, mais en pire. C'est ça, j'ai bien compris le problème. Voilà. Donc en tout cas, c'est très intéressant cette association que vous avez montée. Et puis elle vous permet en même temps de poursuivre ce que vous avez entrepris là-bas, de continuer en France d'une certaine manière aussi. Je crois beaucoup plus aux petites associations qu'aux grandes, parce oui, que quand je les vois travailler en Haïti, finalement... il y a moins d'anonymat peut-être, moins d'exigence. Oui, il y a ça aussi. Et puis, j'ai le choix un petit peu de partir quand je veux. Et le temps que je veux. Et ouais, c'est super, quoi. Vous pouvez laisser mes coordonnées à Maud si vous voulez. Bien sûr, on va les prendre en antenne et on va transmettre. Si vous voulez, mais vraiment, c'est vrai qu'on donne du sens à sa vie. C'est vrai que quelquefois je dis que je le fais pour moi, mais c'est vrai. Mais c'est très important de donner un sens à sa vie. Mais oui. Voilà. Quand les enfants sont élevés, quand les petits-enfants sont élevés, vous savez, ma petite fille, j'ai une petite fille qui a 8 ans, et quand elle avait 6 ans, elle avait dit à sa maîtresse, tu sais, ma mamie, elle est allée donner à manger aux enfants qui en ont pas assez. Et ça aussi, c'est un témoignage pour les petits-enfants. En tout cas, je vous trouve incroyable toutes ce soir. Non, c'est vrai, vous avez des envies, vous avez des désirs, vous le faites. Et puis surtout, il y a beaucoup de passages à l'acte. Moi, je trouve ça formidable. Bravo, en tout cas. Alors, bien sûr, on va prendre vos coordonnées hors antenne, Marie-Hélène. Et puis, je vous remercie de votre intervention parce que c'est précieux. Ça donne plein d'espoir à tous les gens qui nous écoutent. Oui, et puis c'est vraiment très important de créer du lien, de créer des ponts entre les pays du Sud et nous. Puis, on a l'impression de faire quelque chose. Je vous remercie. Il y a beaucoup d'écueils aussi. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses à ne pas faire. Beaucoup. Parce qu'il faut rester toujours très respectueux des autres. Mais je crois que les personnes que nous avions l'étaient. Mais vous avez raison de le préciser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver en terrain conquis. Ça y est, je veux aider, donc tout m'appartient. Oui, ou bien je vais vous apprendre. Je donne. Non, on donne jamais sans qu'il y ait un échange. C'est vrai qu'il faut une certaine dose d'humilité aussi. La main qui se tend est toujours dessous celle qui donne. Je suis d'accord avec vous. C'est un échange, c'est une égalité. Et il faut maintenir cette égalité. Je comprends ce que vous voulez dire. Merci en tout cas de votre appel. À très bientôt, j'espère. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir.